Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans les routines des artistes, des écrivains, des penseurs. Bref, de tous ces esprits créatifs. Voilà, qui ont marqué l'histoire. Exactement. On a des sources fascinantes, des anecdotes croustillantes, et on est là pour démêler tout ça ensemble, prêts pour l'aventure. Carrément. On a souvent l'image de l'artiste bohème attendant l'inspiration divine, mais la réalité, c'est que la plupart des grands noms ont eu des routines bien spécifiques, parfois même surprenantes. Exactement. Et figurez-vous que V.S. Putchett, un écrivain britannique, pensait que les grands esprits n'avaient pas besoin de routine. Il avait une vision un peu romantique de la chose. Ah oui, la fameuse inspiration qui frappe comme la foudre. Sauf que quand on regarde de plus près, on se rend compte que même des génies comme William James ou Franz Kafka, ils ont galéré pour trouver un rythme de travail stable. C'est rassurant, non? Même les plus grands cerveaux ont parfois du mal à sortir du lit le matin. On n'est pas si différents après tout. Absolument. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans nos sources, on voit un vrai éventail de routines des plus strictes aux plus chaotiques. Parlons des lève-tôt, par exemple. On a Benjamin Franklin, le roi du early bird, qui commençait sa journée à 5 heures du matin avec un bain d'air. Le bain d'air, c'est-à-dire qu'il restait assis nu dans sa chambre pendant 1 heure à lire ou à écrire. Il pensait que c'était plus sain qu'un bain froid. Disons que c'est une méthode originale. Pas sûr que ce soit très efficace pour tout le monde. Probablement pas. À l'opposé, on a Henri Toulouse-Lautrec, qui était plutôt du genre oiseau de nuit. Son terrain de jeu, c'était les cabarets, les maisons closes, bref, tout ce qui bouge la nuit. On imagine que ça devait être assez festif comme routine. Mais bon, on sait aussi que ce rythme de vie a fini par avoir un impact négatif sur sa santé. Tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, chaque artiste a ses propres besoins. Sylvia Plath, par exemple, en tant que mère célibataire, trouvait son moment le plus productif avant l'aube, quand tout le monde dormait encore. C'est vrai, on adapte sa routine à sa vie, à ses contraintes. Certains ont besoin de silence et de solitude, d'autres s'épanouissent dans la collaboration. Prenons Emmanuel Kant, par exemple. Louis, c'était le roi de la structure. Un horaire fixe pour tout, du lever au coucher. C'est presque militaire. On imagine le planning affiché au mur avec les minutes comptées pour chaque activité. Exactement. Lever à 5 heures tes packs préparation des cours et hop, en classe à 7 heures. Pas une minute à perdre. Impressionnant. Mais bon, on se doute que ce genre de routine ne convient pas à tout le monde. Bien sûr. Maya Angelou, par exemple, avait une approche beaucoup plus fluide. Elle écrivait dans des chambres d'hôtel parfois pendant des heures, tant que l'inspiration était là. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi, n'est-ce pas? Certains ont besoin d'un cadre strict, d'autres préfèrent la liberté et la spontanéité. Absolument. Et il y a ceux qui, comme Marilyn Robinson, ne peuvent tout simplement pas s'imposer une routine. Ils attendent l'inspiration, même si ça veut dire se lever au milieu de la nuit pour écrire. C'est vrai, on ne contrôle pas toujours quand les idées viennent. Parlons maintenant de la solitude versus la sociabilité. Certains artistes ont besoin d'être complètement isolés pour créer, comme Igor Stravinsky. Ah oui, Stravinsky. Il fermait les fenêtres de son studio pour ne pas être dérangé par le bruit. Il avait besoin d'un silence absolu pour composer. On imagine la concentration intense, le monde extérieur complètement occulté. À l'inverse, on a Paul Erdős, un mathématicien qui lui s'épanouissait dans la collaboration. Erdős était un personnage fascinant. Il voyageait partout dans le monde travaillant avec d'autres mathématiciens sur des problèmes complexes. Un vrai bourreau de travail. Et il paraît qu'il dormait très peu grâce aux amphétamines. Oui, il prenait des amphétamines pour tenir le coup et passer ses journées à discuter de mathématiques, même pendant les repas. On peut dire qu'il avait une passion dévorante. C'est clair. Et ça nous amène à parler des rituels et des vices. On a tous entendu parler de ces artistes qui s'adonnent à des habitudes, disons, particulières. W.H. Auden, par exemple, prenait des amphétamines pour stimuler sa créativité. Il les appelait ses appareils ménagers pour la cuisine mentale. C'est une façon de voir les choses. Mais bon, on sait aussi que ce genre de pratique peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Bien sûr. Heureusement, il y a des rituels plus sains. Beethoven, par exemple, faisait de longues promenades pour trouver l'inspiration. Et John Cheever lui nageait tous les après-midi. C'est vrai, le sport peut être un excellent moyen de se vider la tête et de laisser venir les idées. Et puis, il y a des rituels qui peuvent paraître un peu bizarres au premier abord, mais qui ont un sens pour l'artiste. Comme Tesla, par exemple, qui comptait les serviettes de table avant chaque repas. Ah oui, Tesla. Il était connu pour ses petites manies. Eh bien, figurez-vous que ces rituels, même les plus étranges, peuvent avoir des bienfaits psychologiques. C'est une façon de se mettre en condition de se concentrer, de signaler à son cerveau que c'est le moment de créer. C'est fascinant. On voit que chaque artiste a ses propres mécanismes, ses propres façons de stimuler son imagination. Absolument. Et on n'a même pas encore parlé de Glenn Gould, qui passait des heures au téléphone la nuit, parfois même pour répéter des morceaux de musique. C'est vrai, Gould était un personnage à part sous. Et que dire de Simenon? Un auteur incroyablement prolifique qui avait une vie amoureuse tout aussi mouvementée.
Ah Simon, on peut dire qu'il ne manquait pas d'inspiration ni d'énergie. Et on termine cette première partie avec David Lynch, qui avait ses petites habitudes chez Bob's Big Boy. Bob's Big Boy, le restaurant américain typique. Exactement. Lynch y allait tous les jours commander un milkshake au chocolat et des tonnes de café et griffonnait des idées sur des serviettes en papier. On dirait une scène de film. C'est ça le génie de Lynch. Trouver l'inspiration dans les endroits les plus inattendus. Alors après toutes ces histoires, on se demande quelle routine vous conviendrait le mieux. Excellente question. On a vu des exemples tellement variés des plus structurés aux plus farfelus. L'important, c'est de trouver ce qui vous permet de vous épanouir et d'exprimer votre créativité. Tout à fait. Il n'y a pas de formule magique. Il s'agit d'expérimenter, de tester, de voir ce qui fonctionne pour vous. Et peut-être que la routine parfaite n'est pas fixe, mais qu'elle évolue avec vous et votre travail. C'est une idée à creuser. Absolument. Restez ouverts, curieux et n'hésitez pas à vous inspirer des grands noms tout en trouvant votre propre voie. C'est sur cette note inspirante qu'on termine la première partie de notre Deep Dive. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration des routines d'artistes. On a vu des exemples fascinants jusqu'à présent et on a encore plein de choses à découvrir. C'est clair. On a parlé des lève-tôt, des oiseaux de nuit, des solitaires et des adeptes de la collaboration. Mais il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, la discipline. Ah oui. Certains artistes ont une volonté faire, tandis que d'autres sont plus, disons, flexibles. Ah oui, la discipline. C'est un sujet qui revient souvent quand on parle de créativité. Est-ce qu'il faut absolument être rigoureux pour réussir? Ou est-ce que la spontanéité a aussi sa place? C'est la question que tout le monde se pose. On a vu des exemples d'artistes très stricts comme Klan ou Stravinsky, mais aussi d'autres qui étaient beaucoup plus libres dans leur façon de travailler. Prenons Gustave Flaubert par exemple, l'auteur de Madame Bovary. Il avait une routine très stricte, mais qui lui permettait de concilier son travail d'écriture avec ses obligations familiales. Ah oui, Flaubert. Il se réveillait à 10 heures du matin, passait du temps avec sa mère, prenait un bain chaud, déjeunait en famille. Exactement. Et ce n'est qu'après tout ça qu'il commençait à écrire. Et uniquement la nuit, parce qu'il était facilement distrait par le bruit pendant la journée. On imagine la concentration nécessaire pour écrire un chef-d'œuvre comme Madame Bovary. Pas étonnant qu'il ait besoin de calme et d'isolement. C'est ça. Il s'était aménagé un espace à lui, un cocon, où il pouvait se plonger dans son travail sans être dérangé. Et puis, il y a ceux qui sont capables de travailler n'importe où, n'importe quand. Comme Jerzy Kosinski, par exemple. Wodzinski, l'auteur de L'être incandescent. Oui, c'est ça. Il disait qu'il écrivait partout au restaurant, dans l'avion, entre le ski et l'équitation. Il se réveillait même au milieu de la nuit pour prendre des notes. Impressionnant. On dirait qu'il avait toujours un carnet et un stylo à portée de main. Exactement. Pour lui, l'inspiration n'attendait pas. Il était prêt à écrire à tout moment dès qu'une idée lui venait. Et puis, il y a des artistes qui ont dû adapter leur routine en fonction de leur vie personnelle, comme Toni Morrison. Toni Morrison, lauréate du prix Nobel de littérature. Elle a longtemps jonglé entre son travail d'écrivain, son emploi d'éditrice et son rôle de mère célibataire. Oui, elle avait un emploi du temps très chargé. Elle écrivait pendant son temps libre le week-end, avant l'aube. On imagine la discipline et l'organisation qu'il fallait pour tout gérer. C'est ça. Elle disait qu'elle évitait les sorties et les mondanités pour se consacrer à son travail. Elle avait besoin de ce temps pour elle, pour laisser son imagination s'exprimer. C'est admirable cette capacité à trouver le temps et l'énergie pour créer malgré les contraintes de la vie quotidienne. Absolument. Et puis, il y a ceux qui n'ont aucune routine, comme Arthur Miller, l'auteur des Sorcières de Salem. Il disait qu'il écrivait au feeling, sans plan précis. Au feeling, c'est-à-dire qu'il se laissait porter par l'inspiration du moment. Exactement. Il comparait son processus d'écriture à un homme marchant avec une tige de fer pendant un orage. Il attendait que la foudre frappe en quelque sorte. C'est une image assez parlante. On imagine l'attente, la tension et puis soudain l'illumination. C'est ça. Mais bon, cette approche n'est pas sans risque. Parfois, on attend la foudre et elle ne vient jamais. C'est pour ça que certains artistes préfèrent se forcer à travailler chaque jour, même s'ils ne se sentent pas inspirés. Comme Benjamin Britten, le compositeur anglais qui disait « L'inspiration est une maîtresse infidèle et si on l'attend, elle ne viendra jamais ». Exactement. Britten préférait se mettre au piano tous les jours, même s'il n'avait pas envie, plutôt que d'attendre dans le bon mood. Il pensait que la discipline était la clé de la réussite. C'est une approche pragmatique. On se force à travailler et l'inspiration finit par venir. C'est ça. Et puis, il y a ceux qui ont besoin de se mettre dans un certain état d'esprit pour écrire comme William Styron, l'auteur de Le Choix de Sophie. Ah oui, Styron. Il avait une routine assez particulière, si je me souviens bien. Oui, il dormait jusqu'à midi,
Puis, il lisait et réfléchissait au lit pendant 1 heure avant de déjeuner. Ensuite, il écoutait de la musique pour se mettre dans l'ambiance et il ne commençait à écrire qu'à 16 heures. On dirait qu'il avait besoin de se préparer mentalement avant de se lancer dans l'écriture. Exactement. Il avait besoin de se créer un espace mental propice à la création. Et puis, on a Woody Allen, qui a une méthode assez originale pour trouver l'inspiration. Woody Allen, le roi de la névrose new-yorkaise. Oui, c'est ça. Il se promène dans les rues de Manhattan en prenant des notes sur tout ce qu'il voit et entend où les idées lui viennent dans les fissures entre les moments de la vie quotidienne. C'est intéressant comme approche. Observer le monde qui nous entoure, capter les petits détails, les conversations, les situations insolites. Exactement. Pour lui, l'inspiration est partout. Il suffit d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. On voit bien que chaque artiste a sa propre façon de gérer son temps et son inspiration. Il n'y a pas de formule magique. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Tout à fait. Et parfois, la routine peut même être un obstacle à la créativité. Si on est trop rigide, trop enfermé dans ses habitudes, on risque de passer à côté de belles opportunités de nouvelles idées. Vous savez, il faut savoir rester flexible, s'adapter aux circonstances, aux imprévus. Exactement. L'important, c'est de trouver un équilibre entre la discipline et la spontanéité, entre la rigueur et la liberté. C'est une belle conclusion à cette deuxième partie de notre exploration des routines d'artistes. On a vu des exemples tellement variés et des méthodes de travail si différentes qu'on se dit qu'il a vraiment autant de routines que d'artistes. C'est ça. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre deep dive où on va parler de la relation entre routine et succès. Est-ce que la discipline est vraiment la clé pour atteindre ses objectifs créatifs? On va essayer de répondre à cette question ensemble. Et voilà, on est de retour pour la dernière partie de notre deep dive. Après avoir exploré toutes ces routines fascinantes, on va s'attaquer à la grande question, est-ce que la routine est la clé du succès? Ah, la fameuse question. On a tous envie de connaître le secret des grands artistes, de savoir comment ils font pour créer des chefs-d'œuvre. Est-ce que c'est juste une question de talent ou est-ce que la discipline joue un rôle essentiel? C'est vrai, on a tendance à idéaliser les artistes, à les voir comme des êtres exceptionnels touchés par la grâce. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que la plupart d'entre eux ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Et la routine a souvent été leur allié. C'est intéressant, on a l'impression que la routine est un peu un gros mot dans le monde de la création. On l'associe souvent à la rigidité, à l'ennui, à l'absence de liberté. C'est vrai, la routine a mauvaise presse. Mais en réalité, elle peut être un outil précieux pour les artistes. Elle permet de structurer son temps, de se créer des habitudes de travail, de se mettre en condition pour créer. On a vu des exemples d'artistes très disciplinés comme Kant ou Flaubert qui avaient des horaires fixes et des rituels immuables. Est-ce que c'est ce genre de routine qui mène au succès? Pas forcément. Il n'y a pas une seule recette miracle. Certains artistes ont besoin d'une structure très rigide, d'autres préfèrent une approche plus souple. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Prenons l'exemple de Philip Roth, un romancier américain très respecté. Il s'isole dans sa maison de campagne et écrit tous les jours de 10h à 18h avec une pause pour le déjeuner et la lecture du journal. Une vie simple et disciplinée qui lui a permis de produire une œuvre considérable. Exactement. Roth a trouvé un rythme qui lui convient. Et il s'y tient. Il a compris que la discipline était essentielle pour lui pour rester concentré et productif. Et puis il y a Haruki Murakami, l'auteur japonais, qui a une routine encore plus rigoureuse. Murakami, l'auteur de 1Q84. Oui, c'est ça. Il se lève à 4 heures du matin, écrit pendant 5 heures, puis il va courir ou nager. Il suit ce rythme tous les jours sans exception. Waouh! C'est presque monastique comme discipline. Murakami compare d'ailleurs son travail d'écrivain à un entraînement sportif. Il faut de la constance, de la rigueur, de la persévérance pour rester au top de sa forme. C'est une belle image. On a l'impression qu'il voit l'écriture comme un marathon, une course de fond qu'il faut préparer avec soin. Exactement. Et on retrouve cette même rigueur chez des artistes d'autres disciplines comme le peintre Chuck Close. Chuck Close, connu pour ses portraits hyper réalistes. Oui, il se lève à 6h30 tous les jours et travaille dans son studio jusqu'à 16h avec une pause pour le déjeuner. Il dit que l'inspiration est pour les amateurs, les autres se contentent de se montrer et de travailler. C'est une citation qui fait réfléchir. On a souvent l'impression que les artistes attendent l'inspiration comme une sorte de miracle. Mais Close nous dit qu'il faut bosser, même quand on n'a pas envie, même quand on ne se sent pas inspiré. Exactement. La discipline, c'est ce qui permet de passer à l'action, de transformer les idées en réalité. Et puis, on a des artistes qui ont développé des routines très spécifiques pour stimuler leur créativité, comme David Lynch. David Lynch, le réalisateur de Mulholland Drive. C'est vrai qu'il a une routine assez particulière, si je me souviens bien. Oui, il allait tous les jours à la même heure chez Bob's Big Boy, un restaurant américain typique. Il commandait un milkshake au chocolat et plusieurs tasses de café tout en griffonnant des idées sur des serviettes en papier. C'est incroyable. On dirait un personnage de film. C'est ça, Lynch.
Il trouvait l'inspiration dans cet environnement familier et stimulant. Le sucre et la caféine lui donnaient un coup de fouet créatif et l'ambiance du restaurant stimulait son imagination. C'est fascinant de voir comment chaque artiste trouve sa propre formule pour alimenter son imagination. Mais au-delà des rituels et des habitudes, il y a un élément essentiel qui revient dans tous les témoignages qu'on a étudiés à la Passion. Absolument. Tous ces artistes, qu'ils soient disciplinés ou spontanés, partagent un amour profond pour leur art. C'est cette passion qui les pousse à créer jour après jour, malgré les difficultés et les doutes. C'est une belle conclusion à notre deep dive. La routine peut être un outil précieux pour les artistes, mais elle ne remplace pas la passion, la flamme qui les anime et les guide dans leur quête créative. Exactement. Et en fin de compte, c'est peut-être ça la véritable leçon à retenir de toutes ces histoires. Trouvez ce qui vous passionne et donnez-vous les moyens de le réaliser. Créez une routine qui vous permet de vous épanouir et d'exprimer votre talent unique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante du monde des artistes. On espère que vous avez apprécié ce deep dive et qu'il vous a donné des pistes pour développer votre propre routine créative. À bientôt pour de nouvelles plongées dans l'univers de la création. Au revoir.